Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Je viens de faire la vidéo sur la C50 et maintenant on part sur le ZR puisqu'ils ont été annoncés à un jour d'intervalle. Et je me demande si Canon n'a pas décidé d'annoncer le 9, la C50 justement parce que le ZR était annoncé le lendemain. Alors c'est encore moins cher au final qu'une C50, je crois que la C50 est à 3700 €, là on est à 2349 €. Mais voilà, il y a une logique là-dessus. Et il y a des choses très intéressantes sur ce ZR. Mais il y a des trucs qui sont assez étranges. Et contrairement à la C50, qui certes a certains défauts, mais vraiment une caméra cinéma compacte, avec certes l'euro Canon, parce qu'ici on a quand même une chose très intéressante, mais il y a des choses en ergonomie qui sont vraiment, je peux le dire, problématique sur cette caméra, pour pas dire un truc assez élevé. Donc ici, ce sera pour voir à la fois l'ergonomie, les caractéristiques techniques du boîtier, ce que par exemple tu ne verras pas dans des tests, parce que ce n'est pas un test. Donc je filme avec la C80, et on va aller voir ça tout de suite. Donc je regarde un petit peu la presse Nikon, donc sur le site Nikon, pour voir ce que ça donne. Donc né pour le cinéma, donc voilà, Nikon s'emballe un petit peu. Donc c'est le premier appareil hybride fait pour filmer, issu de la collaboration entre Red et Nikon, parce qu'il y a une version du RAW Red qui va être en version Nikon là-dessus. Donc c'est le gros intérêt de cette cam. Oui. Est-ce que je peux descendre? Ah oui, non, c'est donc tout en un. Comment ça marche? Donc c'est que des vidéos, ok. Donc on va passer tout de suite aux caractéristiques. Donc voilà, on va passer directement aux caractéristiques. Caractéristiques techniques, donc tu peux avoir le 24-70 avec. Donc appareil photo numérique, donc c'est aussi un appareil photo. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est le même capteur que le Z6 III, donc il faut s'attendre à avoir plein de choses du Z6 III, mais des choses en plus. Une ergonomie qui a changé et qui sur certains aspects est moins bonne qu'un Z6 III et qui pour un usage de production vidéo, pour ne pas parler de cinéma, est pour moi quand même un petit peu étrange. Donc voilà, restez jusqu'à la fin pour, si vous doutez peut-être par exemple de l'intérêt de cette caméra, il y a des choses qui sont vraiment géniales dessus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que Nikon, ils font un truc génial d'un côté, et après ils se disent, bon, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. C'est un petit peu dommage. Donc c'est le même capteur que sur le S1 II et le Z6 III, comme on l'a déjà dit, de 24 millions de pixels, de 100 à 51 200 ISO. Donc c'est en photo, me semble-t-il, ça. Hop. Donc on a ça, on a, voilà. Donc on va voir le R3D qui a des caractéristiques spécifiques, donc si je me souviens de tout, je vous en parlerai en fonction de ce que j'ai vu sur les tests. Et on a deux ISO natifs, donc qui reset comment dire ça? Oui, la part de dynamique, donc la répartition de dynamique de les hautes et les basses lumières, donc automatique. On a les Kelvin comme d'habitude. Moi, je vous conseillerais de toute façon de toujours sélectionner en Kelvin et de vous faire des petits presets en mode au milieu de journée 5500, 5600, plus en fin de journée un petit peu plus de Kelvin, et voilà, de faire un petit peu tout ça, et plutôt que de choisir la mauvaise chose, à savoir automatique. Donc on a le log 3G10, donc de RED, le N-Log, le SDR et le HLG. Donc ça pourra apporter un peu plus de dynamique. Mais pour l'instant, il n'y a aucun résultat parce qu'il n'y a pas encore d'implémentation sur cette version Nikon du Red Code. Donc plus de 15, voilà. Donc en N-Log, c'est moins. Hop, test off, système anti-poussière, système de dire, TTL, voilà. On a du ProRes HQ, qui est plutôt pas mal, donc 29, on a du 50 images par seconde, avec un débit qui va être, hop, oui, en 4K, c'est donc normalement moins élevé, donc je réfléchis un peu. On a du 120 images par seconde en vitesse réelle, contrairement à la C50, mais ici, bah, c'est pas du palin format. C'est comme sur le Z6 III, c'est de l'APS-C, merci, c'est mon objectif qui fait ça à cause du moteur à l'ancienne qui est dessus. Il va, comment dire ça,
l'APC par contre est de très très bonne qualité, je pense meilleur que ce qu'on a sur un S1.2, voilà. Donc on aura un petit peu tout ça, 50 images par seconde en 5,4K. Voilà, donc on a quand même des versions disponibles qui permettent d'avoir quand même à la fois de l'oversampling sur le 4K et à la fois une définition plus élevée. Si vous voulez recadrer, restabiliser, avoir quand même une définition qui sera intéressante à utiliser. Donc on a quand même des caractéristiques qui peuvent servir à un usage un petit peu plus professionnel que d'habitude. Et c'est pas vraiment là-dessus que ça jurera. On a du 240 images par seconde. Donc on a des choses quand même assez intéressantes. On a de l'H265, sauf que apparemment le problème c'est que ils sont allés un petit peu trop loin dans la retouche du bruit. Déjà que le H265 retouche le bruit, mais ici c'est apparemment encore pire. Donc c'est pas forcément le meilleur mode, ou si vous aimez avoir des images très très lisses et que ça vous va, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc le R3D NE, donc version Nikon, donc, et NRAW, donc on a toutes ces définitions. On a du 60 images par seconde, donc ce qui peut être plus vraiment bien, et c'est en fait le conteneur qui permet, en fait la compression qui permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là, ce que ne pourraient pas faire d'autres appareils. Hop. Et donc on a des choses pas mal, on a quand même du 4K. Donc même si on peut s'étonner que du RAW 4K puisse exister, mais voilà, ça c'est une autre question, on a quand même du 119,88 images par seconde. Et bien sûr, c'est toujours pas en plein format. RAW, en format de fichier, R3D. Ah oui, d'accord, pardon, excusez-moi, c'est juste le titre. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont enregistrables en RAW, on est moins limité que sur d'autres, notamment Canon. Tac, tac, tac. Il n'y a pas beaucoup de temps de ce côté-là. Ok. Compression vidéo, NRAW, ProRes. Il y a du ProRes. Est-ce qu'il y a du ProRes RAW aussi? Donc il y a pas mal de façons de voir ça, surtout que maintenant le ProRes RAW est lu par DaVinci. Donc c'est quelque chose qui va être quand même intéressant de ce côté-là. On est en PCM linéaire, donc comme d'habitude hein, chez Nikon et en mauve. Donc on aura aussi, c'est pas dit d'ailleurs ici, c'est ça qui est marrant. Ils le disent pas. Ah voilà, on a le 32 bits flottante. Ok, ici, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis ici, là. Il faut l'intégrer, tata 33 bits flottante. Donc oui, ça marche aussi en 32 bits flottante et on a un système OZO qui permettra de, comment dire ça, d'avoir le micro directionnel là-dessus, qui ne marche pas malheureusement en RAW, mais le 32 bits est toujours là. Malheureusement, on n'a pas de d'interface XLR, mais on a quand même le RAW directement, enfin le 32 bits en interne directement. Durée d'enregistrement jusqu'à 125 minutes enregistrées. Oui, c'est la limite Nikon, on ne sait pas pourquoi elle existe, mais c'est 2h05. Et pour une caméra ciné, c'est un problème. On n'a pas une limite infinie, on doit regarder toutes les 2h05 et recommencer l'enregistrement. Et on n'a pas d'enregistrement, comment dire ça, sur deux cartes en même temps. Ça, c'est un problème. Donc, ils font que pour une caméra qui est censée être une caméra cinéma, ça marche assez bizarrement au final. On a le delightning, donc ça c'est l'augmentation artificielle de la dynamique, enfin artificielle, c'est directement quand on est mis dans votre fichier, ça peut être intéressant si vous enregistrez pas en log, mais à part ça, fichier AC, un proxy, donc il y a plein de choses que je vous laisserai aller voir, c'était vraiment plutôt pour voir les caractéristiques les plus intéressantes. Mode photo, donc du 9, 14 bits, oui. CF Express de type B. Ah ouais, alors là, c'est très très bizarre. On a une CF Express de type B, mais on a une micro SD à côté, parce que le tout est mis dans le port de la batterie. Encore une fois, pour une caméra compacte à vocation cinéma, c'est pas vraiment le plus pratique, parce que il faudra enlever votre trépied, parce que même si la platine ne dépasse pas, en fait les trépieds cinéma ils sont larges. Donc en fait vous ne pouvez pas ouvrir la trappe, et puis même il faut enlever la batterie pour enlever votre micro SD. Mais après elle sera très très peu utilisée parce que c'est déjà une micro SD et la CF Express de type B sera le média le plus intéressant dessus. Je regarde que j'ai plus. J'aurais dû faire attention au début. Il faudrait juste que je reformate ma deuxième carte.
Hop, modef, mesure, donc il y a tous les trucs habituels qui sont pas forcément, enfin qui sont chez tous les Nikon comme ça, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Et donc là on est en photo, donc le mode photo est après, et il n'y aura plus rien en vidéo là apparemment du coup. Donc hop, Bluetooth, protocole, nanana, donc ENEL15C, qui est apparemment à vraiment des performances qui sont vraiment pas mal, voilà, environ 90 minutes. Apparemment ça tient même un peu plus. Et puis voilà. Ce sera pas non plus exceptionnel, hein. C'est pas une caméra cinéma avec des batteries, comment dire ça, blocs qui vont aller jusqu'à 80 Wh, 99 Wh, comme ce que j'ai sur la C80, pas ici, mais voilà, c'est possible. 630 grammes, il est plus léger que la C50. Il n'y a pas d'indication sur l'écran, ça se trouve, j'ai pas regardé ça. On va juste regarder ça. Attends, voilà, c'est ça. 15 niveaux de luminosité, taille du moniteur. Ah, ils disent pas. Non. Ah, définition du moniteur. Alors voilà. Alors c'est pas mal. C'est plus élevé que sur la C50, donc c'est vraiment l'attraction principale avec le R3D qu'on va avoir sur le ZR. C'est cet écran qui est absolument énorme et qui limite du coup l'ergonomie de l'appareil, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est l'écran le plus lumineux qui existe sur un hybride. Je sais pas combien de nits il est, c'est pas marqué. 15 niveaux de luminosité, c'est dommage que ça soit pas marqué puisque ça pourrait dire est-ce que c'est mieux que mon écran de C80, je ne sais pas. Mais on a une définition qui est assez élevée, donc sur la C50 on voyait que c'était 900 par 600, donc là on est pratiquement sur 2 fois plus, donc on devrait avoir un truc comme 1000, je dirais que c'est 1600, ce qui est vraiment déjà plutôt pas mal là-dessus. Donc c'est un écran qui est vraiment très défini, très bien, avec vraiment très grand, puisque c'est l'un des écrans les plus grands qu'on puisse trouver. Par contre, du coup, ça prend la place de tout ce qui pourrait se servir ergonomiquement. Et là-dessus, on n'a que 5 boutons, contre 14 sur une C50. Et 13 sur la plupart des, voire même plus, des cam cinéma, parce que il y a plusieurs côtés à utiliser, donc vraiment il y a plutôt le côté comment dire ça, opérateur, où il y aura plein de boutons dessus, mais par exemple sur la C80, ce qui est intéressant, c'est que de tout d'un côté, j'ai tous mes boutons qui vont me servir comment dire ça, à filmer lorsque j'ai le grip en main, et je peux mettre des fonctions redondantes en ayant la poignée. Donc toutes les fonctions en plus iront sur ma main gauche au lieu d'être ma main droite. Et ça marche vraiment plutôt bien, à part le fait qu'on ne puisse pas contrôler l'exposition. Mais bon, ça c'est un autre problème. Là, c'est vraiment dommage parce que à la fois on n'a pas beaucoup de boutons custom et en plus on ne peut pas les personnaliser comme on veut. Voilà, c'est un truc qui va être là, et c'est juste un petit peu ça qui est dommage. Il y a plein de sacrifices qui sont faits là où on voudrait que ce soit vraiment plus, comment dire ça, comme comment dire ça, qui soit plus vers quelque chose qui ressemble plus à une Komodo, pour avoir quelque chose de similaire et d'intéressant. Mais ce qui n'est pas le cas ici. Par exemple, l'HDMI, c'est de l'HDMI micro, alors que sur le, ou du type D, oui, c'est ça. Alors que sur le Z6 III, c'est du plein format. C'est du type A. Pourquoi avoir fait ça? C'est vraiment des trucs qui sont super étranges sur cet appareil. C'est un petit peu, c'est un petit peu aberrant. Donc il y a vraiment des choses qui sont géniales. Le prix déterminera, fera que, à mon avis, il se vendra plutôt bien. Mais voilà, on voit que c'est certainement le prix qui a décidé ça. En termes de placement de cartes, de boutons, même de grip, parce que c'est une caméra qui va avoir possiblement des objectifs assez gros dessus, et ben là ça le fait pas du tout. Après, même en termes de, comment dire, de pas de vis, il n'y a pas grand chose, et même en dessous il n'y a pas de quoi bloquer une platine. Il y a juste un trou à l'intérieur pour mettre des platines photo. Voilà. Donc, et puis en plus, il n'y a pas de menu ciné. C'est genre vraiment les menus d'un boîtier Nikon. Donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Et en plus, c'est pas les meilleurs menus, même si
pour moi, il n'y a pas de meilleur menu. Donc voilà, je ne vais pas non plus m'étendre beaucoup là-dessus. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui était indiqué en mode qu'est-ce qui est fourni avec le boîtier. Voilà, accessoires fournis, cache-griffe, bouchon, ouais, donc c'est des trucs habituels et pas très, pas beaucoup de trucs. Mais bon, comme vous voyez le prix depuis tout à l'heure, c'est vraiment plutôt pas mal pour le prix. Enfin, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Mais c'est un appareil qui est frustrant. D'un côté, il vous offre des trucs qui n'est jamais vu, qui n'a jamais été vu sur d'autres caméras, jusqu'à faire en sorte d'attirer avec son grand écran et tout ça. Mais d'un autre côté, tout le reste fait que vous ne voudrez pas utiliser cet appareil si vous êtes professionnel. Et c'est ça qui est dommage. C'est que c'est innovant, juste par certains aspects, et très problématique par d'autres. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si le boîtier t'intéressera, parce que notamment, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que si vous créez un dossier dans votre carte, vous pouvez mettre vos propres luttes, mais que vos luttes R3D. Et il y a apparemment des bugs dans la façon dont vous pouvez afficher avec des modes custom vos luttes, parce qu'elles se mettent vis-à-vis du Nlog, alors que les luttes personnalisées ne marchent pas sur le Nlog. Enfin, il y a tout un truc assez bizarre là-dessus. Donc moi je vais te laisser là-dessus et te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.